Alors bonjour, ici Martine Lacasse, ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Lacheresse, qui est coach PNL et auteur. Alors bonjour Laurent, Bonjour Martine. ça me fait plaisir de te rencontrer Moi de aujourd'hui. même. Aujourd'hui, j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi comme homme et en même temps sur ce que tu fais dans la vie et sur les livres que tu as écrits. Oui, c'est une longue histoire tout ça à raconter, mais je suis coach PNL certifié. Je pratique depuis une dizaine d'années maintenant, les années passent. Et j'en suis jamais j'aurais cru en fait que je me lancerais dans un projet d'écriture, je deviendrai auteur. C'est vraiment de fil en aiguille que ça s'est fait. Au début de ma pratique, pour développer un petit peu ma clientèle, j'ai commencé à publier des articles sur Internet. Et j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont demandé quel était le titre de mon livre, parce que ils aimaient bien les chroniques, ça les faisait réfléchir, ça leur permettait de faire des prises de conscience. Donc au début je me suis dit oh il a dû en fumer du bon celui-là. Et puis finalement j'ai eu comme ça quelques personnes qui m'ont posé la même question. Donc c'est ce qui m'a donné le déclic de me lancer dans un projet d'écriture. D'accord. Et puis le premier, donc l'anxiété, comment s'en sortir? Qu'est-ce qui t'interpellait dans cette thématique-là pour commencer une recherche dans ce sens-là? En fait, quand je me suis dit bon ben je me lance dans un manuscrit, je me suis bien sûr demandé sur quoi j'allais écrire. Ça me prenait un sujet et donc j'ai retourné un petit peu la question à l'envers en me demandant quel est le sujet que je serais le plus à même de traiter. Et comme j'avais une clientèle à l'époque croissante qui venait me consulter pour des problèmes d'anxiété, je me suis dit mon sujet est déjà tout trouvé puisque j'ai un laboratoire vivant pour pouvoir mieux étudier cette problématique. Donc c'est comme ça que j'ai décidé, que j'ai commencé d'écrire sur l'anxiété. C'est-tu un sujet qui t'a touché dans ta vie, l'anxiété, dans ton Euh, parcours? Pas d'une façon pathologique, problématique. C'est un sujet, oui, qui m'a touché à un certain moment de ma vie, je pense, comme beaucoup de gens quand on a des gros changements de vie. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, puis d'une façon chronique. Donc non, je peux pas dire que c'est un livre qui est autobiographique, puis qui parle de mes propres problèmes d'anxiété que j'ai pu avoir. Je suis jamais quelqu'un qui a été sous anxiolytique ou antidépresseur, j'ai jamais fait d'attaque de panique non plus en tant que OK. Alors, de quoi on parle dans ce livre-là? On parle ici de pistes de réflexion. Et de pistes de solutions, oui. Oui. Ben, c'est ça, comme je disais, je me suis beaucoup inspiré des clients, des gens que j'ai rencontrés en consultation, du travail qu'on a développé ensemble, des outils que j'ai élaborés pour les aider à relever leurs défis de vie. Donc c'est un livre qui est très pratique. C'est un dernier commentaire que j'ai eu dernièrement d'une lectrice, c'est pas un livre que j'ai aimé, mais cette fois elle disait pas ça dans le sens où elle avait pas aimé le livre. Ce qu'elle voulait dire, c'est pas un livre qu'on aime, c'est un livre qui aide d'abord et avant tout. Et c'est ce qui fait qu'elle a aimé le livre, c'est parce que c'est un livre qui l'a aidé. Et donc c'est un livre qui ne donne pas de recettes miracles, de recettes toutes faites. C'est plus un livre qui va vraiment aider le lecteur à travers des outils, à travers des exercices, à trouver, à créer ses propres solutions en mettant en pratique ce qui lui parle le plus dans le livre. Et il y a plusieurs outils, là. C'est pas Il y en a deux, beaucoup. trois s'expliquent, mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. C'est vraiment le fruit de 5 années de travail, de 5 années de recherche avec des clients. Donc c'est vraiment un livre qui s'inspire de cas vécus. D'ailleurs, il en est illustré par des exemples concrets, des situations qui vont permettre aussi au lecteur de se rendre compte que il n'est pas tout seul, contrairement à ce qu'il pense bien souvent, à vivre ce genre de difficultés dans la vie. Et il y a quelque chose de rassurant, de réconfortant de savoir que on n'est pas en train de virer fou parce qu'on est l'unique personne qui avons cette problématique-là. OK. Puis, au fond, les gens, peut-être, des fois, ils n'ont pas identifié que c'est de l'anxiété qu'ils vivent. À quoi ça ressemble, les symptômes ou les problématiques? Les symptômes sont très nombreux, c'est ce qui est un petit peu difficile à identifier avec l'anxiété, c'est que selon la forme d'anxiété qu'on va avoir, les symptômes peuvent être variables, ils peuvent aussi être assimilés à d'autres problématiques, donc c'est quand même important pour vraiment être en mesure de dire qu'on vit de l'anxiété, de se faire diagnostiquer à un moment par un professionnel reconnu pour savoir un petit peu plus Il y a quelle plusieurs forme. niveaux, ou des C'est fois, ça, il y a plusieurs troubles anxieux.
Donc on peut avoir de l'anxiété généralisée. Souvent les symptômes ils vont être définis aussi sur une durée. Il faut qu'on en fasse pendant au moins 3 ou 6 mois pour pouvoir être diagnostiqué trouble d'anxiété généralisée. Mais d'une façon générale, les gens qui ont de l'anxiété ont beaucoup de difficultés à se concentrer, ont un état de fatigue chronique général parce qu'ils sont tellement préoccupés, ils dépensent beaucoup d'énergie à anticiper ce qui pourrait se produire dans l'avenir et ce qui arrivera aussi C'est peut-être. surtout, justement, entretenu avec des idées par rapport au futur? Énormément, oui. Beaucoup Ok. de scénarios négatifs, beaucoup d'angoisse, d'insécurité liées au futur. Donc les gens vont se faire toutes sortes de films, vont souvent s'imaginer le pire. Et là, ben, pour tenter de prévenir que ces scénarios catastrophes se produisent, ils vont commencer à évaluer de quelle façon ils peuvent contrôler les situations, les gens, les relations de plus en Fait qu'on se met plus. à développer le contrôle Oui, avec. énormément, Ok. oui, parce que ça va être une façon de se rassurer. On peut aussi se mettre à développer l'évitement. Donc les gens, par exemple, qui vont avoir peur de conduire ou de prendre l'ascenseur, ben, pour éviter de faire une crise de panique en voiture ou dans un ascenseur, vont plutôt prendre l'escalier ou les transports en commun. Fait qu'ils s'empêchent de. Qui s'empêchent de. Et à court terme, c'est effectivement une stratégie qui est gagnante parce qu'on a l'impression de justement reprendre un petit peu de pouvoir sur la situation dans laquelle on est en perte de contrôle. Mais le problème, c'est qu'à moyen et long terme, on crée un cercle vicieux parce qu'on se prive de notre capacité à se confronter à une situation. Et donc, petit à petit, ben, on s'envoie le message qu'on n'est plus capable de prendre l'ascenseur ou de conduire puisqu'on l'évite constamment. Et que c'est interrelié aussi avec la confiance en soi, puisqu'on parle Oui, de la capacité. tout à fait. Oui, Ok. oui, oui. Ça vient jouer avec notre confiance en Et toi, nous-mêmes. comment tu proposes ou que tu suggères ou les conseils? C'est quoi ton idée à propos, justement? Comment on fait pour grandir la confiance personnelle? Ça va dépendre de la forme d'anxiété. Ça va dépendre un petit peu aussi de la personne qu'on a devant soi. Euh, mais une des façons qui pourrait permettre à une personne de reprendre confiance en elle, par exemple, j'ai eu une cliente comme ça qui avait la crainte de prendre l'ascenseur, ben, ça a été de la confronter à la situation qui l'effrayait et progressivement de l'amener à reprendre confiance en elle-même quant à sa capacité à pouvoir prendre un ascenseur et que ça se passe bien. Okay. Fait que le passage à l'action. Passage à l'action, totalement. Sortir de la zone de confort. Voilà. Donc progressivement, ben, j'ai pris l'ascenseur avec cette personne. On a comme évalué, on a verbalisé au fur et à mesure les émotions, les angoisses, les scénarios qu'elle se crée dans sa tête en prenant l'ascenseur. On les a confrontés au fur et à mesure. C'est un outil qui vient de l'approche émotivo-rationnelle. Et puis, au fur et à mesure que la personne reprenait confiance en elle-même, on l'a laissé aller prendre l'ascenseur de plus en plus longtemps et seule. Okay. Donc au début, on commençait par simplement prendre un étage, même juste d'abord le fait de rentrer dans l'ascenseur en gardant les portes ouvertes, d'y aller avec une progression, pas que ce soit non plus trop stressant pour la personne, mais de la confronter quand même à ses peurs. Des fois, comme on dit par chez moi, il n'y a rien de tel que de prendre le taureau par les cornes pour dépasser ses peurs. C'est une stratégie. Oui, exact. Voilà. Et par rapport aux idées, justement, qu'on entretient là, quand on vit dans l'anxiété ou qu'on manque de confiance dans notre capacité à passer à l'action dans une certaine situation, est-ce que le fait d'être présent, puis d'être plus, justement, conscient de l'instant présent et non pas se projeter dans le futur, ça peut être aidant? C'est sûr que la personne ne peut pas être partout en même temps. Donc, si elle est très préoccupée par ce qu'il risque de se produire, elle est plus vraiment dans l'instant présent, dans ce qu'elle est en train de vivre. Et tout à l'heure, tu me demandais un peu c'est quoi les symptômes de l'anxiété. Un des symptômes très souvent qu'on va retrouver chez les personnes anxieuses, c'est une modification marquée au niveau de la respiration. Et les gens qui sont en attaque de panique, qui font une crise d'anxiété la première fois, souvent vont avoir l'impression de faire une crise cardiaque parce qu'ils ont tellement le cœur qui bat vite, qui bat fort, ils ont tellement l'impression de suffoquer, ils ont tellement la sensation de manquer d'air, qu'ils ont l'impression qu'ils font une crise cardiaque. Et quand on fait de l'anxiété, notre respiration est complètement modifiée. Donc de se reconnecter à sa respiration, ça peut être soit par une pratique qu'on va intégrer dans notre quotidien, comme du yoga, de la méditation, ou n'importe quel autre sport qui nous amène à vraiment mieux prendre conscience de comment on respire. Mais quand on va être dans un état d'anxiété, on peut juste, en reportant notre attention sur notre respiration et par différents exercices relativement simples,
on peut, oui, revenir davantage dans l'instant présent. On peut parvenir à calmer le flot de nos pensées. Ok. Écoute, tandis que tu nous en parles, justement, de revenir dans l'instant présent, j'entends ma petite voix me dire que ça serait le temps de parler de tes voyages parce Oui. que tu as beaucoup de bagages, hein, tu as vécu Mhm. beaucoup d'expériences qui t'ont amené tout ça, aussi l'écriture, mais Oui. parle-nous justement peut-être de ce que tu as appris, entre autres, du voyage au Népal et peut-être d'autres voyages que tu as fait. C'est mon gros voyage spirituel en partie. C'était aussi un voyage de découverte. Mais non, je prévois en refaire un en fin d'année, plusieurs mois pour parfaire des formations. Mais pour ce qui est du dernier voyage que j'ai fait, le Népal est un pays qui a quelque chose de magique parce que, pour moi en tout cas, parce que justement on y trouve une spiritualité, on y trouve une philosophie de vie et on y trouve des gens qui vivent cette philosophie de vie, cette spiritualité. C'est ce qui est fascinant parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on lit, dont on a conscience, on en entend parler. Bon, le moment présent, c'est un concept que tout le monde connaît. À divers niveaux, ça aussi, hein? Voilà. Mais après, quand on se retrouve dans un contexte où les gens le vivent et où on le voit, on les voit le mettre en action, ça, ça vient rendre l'expérience plus concrète. Ce n'est plus qu'un concept. Non, c'est vraiment un vécu. Expérience. C'est ça. Wow. Et là, de le vivre, d'être en contact avec des gens comme ça nous permet de nous en imprégner aussi et donc d'y goûter davantage, que ce soit plus simplement un concept intellectuel, que ça devienne, ça rentre dans le muscle. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué de ce voyage au Népal, où j'ai notamment passé du temps dans un monastère, j'ai étudié le bouddhisme avec des moines. Donc c'est fascinant de pouvoir échanger avec des gens qui se consacrent à se connaître eux-mêmes, à mieux comprendre qu'est-ce que l'esprit, comment il fonctionne, et aussi à justement plus simplement apprécier la vie au jour le jour. Et c'est une qualité qu'on retrouve beaucoup chez les Népalais. Et souvent ils vont le dire, demain on ne sait pas si on sera encore là, on ne sait pas si demain on va être en bonne santé. Et donc la seule chose dont on peut être sûr à cet instant précis, c'est ce qu'on a là maintenant. Et le fait que là, à cet instant, je suis entouré par exemple de gens que j'aime. Je suis en bonne santé, puis il fait beau et je peux profiter de ce moment-là. C'est vraiment ça qui m'appartient. Et c'est ce qu'on rencontre beaucoup dans les gens que on peut croiser comme ça sur notre route en voyage. Et c'est ce qui est fascinant parce qu'en même temps, ce sont des gens qui ont une vie qui est très difficile, beaucoup plus difficile que la nôtre, qui est plus physique. C'est une vie dans laquelle on a beaucoup moins de garanties. Il faut savoir qu'au Népal, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas d'assurance maladie. Très peu de gens ont l'accès à un médecin. Dès qu'on s'éloigne des centres urbains, qu'on s'en va dans les villages de montagne, j'ai été faire un trek notamment chez les habitants. Alors, on est à 3-4 jours de marche d'un médecin pour avoir ne serait-ce qu'un diagnostic et des médicaments. Donc, on rencontre des gens qui ont une grande insécurité de vivre. Comparativement à nous, je veux dire, on a plein de confort. On sait que rendu à un certain âge, on va avoir un fonds de pension, etc., qui va rentrer. Eux n'ont même pas ce minimum de vie. Et malgré tout, je trouve qu'ils arrivent bien souvent à profiter de mieux. Ou en tout cas, ils sont plus confortables à vivre avec cette incertitude. Et on dirait que ça leur donne une force pour mieux profiter justement de l'instant présent parce que les priorités sont ailleurs, les valeurs sont ailleurs. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a interpellé? Est-ce que le développement personnel, la connaissance de soi t'ont interpellé depuis très longtemps? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de curieux de nature qui me pose des questions sur qu'est-ce que l'être humain, quel est un petit peu le sens qu'il peut donner à sa vie. En quoi consiste réellement le bonheur? Est-ce que c'est vraiment cette formule un peu toute faite que véhicule notre société d'avoir un bon emploi, un bon salaire, d'être en couple, les enfants, la grosse maison, etc. Oui, c'est une conception du bonheur qui correspond à certaines personnes, mais je pense pas que ce soit la formule pour tout le monde. C'est un peu à chacun à la trouver, à la créer, à l'inventer. Et pour ça, ça peut impliquer de sortir des sentiers battus. C'était un peu ça ta quête, en fait?
Ben, je pense que mon intérêt pour le développement personnel, la spiritualité, est parti un peu de ce type de questions-là que j'ai pu avoir dans mon adolescence. Mhm. Et finalement, ben, ça s'est transformé dans mes études, en coaching, en hypnose, en phytothérapie, autres. Ça s'est transformé ensuite, ça a évolué à travers ma profession, dans la relation d'aide. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le Népal? Y a-tu eu un Euh, déclencheur, un livre, une parole c'est de une bonne quelqu'un? question. C'était un sentiment. Ok, un feeling Un que ça sentiment, un devait être. feeling Ok. que, je sais pas, à un moment, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'intérêt, de curiosité pour la philosophie bouddhiste. Hein. Souvent, en psychologie, en développement personnel, ben, on flirte parfois un petit peu avec la Mhm. spiritualité, donc la religion. Les religions cherchent aussi à répondre à certains questionnements chez l'être humain. Mhm. Donc, un petit peu par curiosité, je suis allé voir ce que différentes formes de religion proposent, peuvent apporter comme regard sur la vie. Puis, ce qui m'a particulièrement touché du bouddhisme, c'est qu'il y a une grande tolérance. Je pense, à ma connaissance, un peu, c'est pas une religion, mais c'est la seule philosophie de vie qui accepte toutes les autres formes de religion. C'était la première fois que j'entendais une philosophie de vie où on dit, où on ne dit pas justement, je suis meilleur que, Hmm. Il y a une grande acceptation voilà, que tout est OK. oui, Puis exactement. c'est quoi les grands messages, les grands cadeaux qui ont sorti de ce voyage-là? Ben, les grands cadeaux, c'est une meilleure connaissance de moi-même, une façon d'aborder les problèmes dans la vie différente, en les prenant avec plus de lâcher prise. C'est Mhm. justement un petit peu ce Oui. que je tente Oui, de développer dans le deuxième livre. oui, le deuxième livre, L'art de lâcher prise. Ouais, c'est justement un livre que j'ai écrit à mon retour de voyage. OK. Donc, tout ce périple, toutes ces formations m'a vraiment apporté un regard sur la façon dont on va tenter de faire face aux difficultés dans notre société, puis de se rendre compte que finalement, des fois, on a des problèmes dans la vie parce on fait en sorte que ça devienne un problème. La OK. façon dont on l'aborde, la façon dont on s'en préoccupe, la façon aussi dont on se convainc soi-même que il faut absolument intervenir dans ce contexte-là, qu'il faut absolument contrôler la situation pour trouver la solution au problème, alors qu'en fait, des fois, il y a simplement des choses qui sont hors de notre contrôle, puis c'est un peu ça le lâcher prise. C'est d'accepter que ben, pour peut-être un certain temps, on ne sait pas ce qui va s'en venir, et qu'on est dans un doute. Et que ce doute-là, on peut soit le vivre d'une façon négative en se préoccupant davantage simplement des aspects négatifs, En se crispant, là, en voilà, fait, oui. et en se préparant comme à recevoir un coup, ou on peut se dire, ben, oui, il y a un événement imprévu puis désagréable dans ma vie qui surgit, c'est pas ce que je souhaitais, mais je vais rester curieux de voir s'il peut pas en sortir une opportunité, s'il peut pas se dégager une nouvelle voie, une nouvelle route dans ma vie, quelque chose que j'avais effectivement jamais envisagé, Hmm. mais c'est pas nécessairement mauvais pour autant. Mais il faut que je me permette quand même de rester ouvert à cette possibilité pour l'entrevoir si elle se présente à moi. OK, fait qu'on parle d'ouverture d'esprit, Oui, puis de curiosité, j'aime oui, ça. mhm, J'aime ça d'attendre, en fait, d'avoir l'œil ouvert, les oreilles ouvertes oui. Puis à ce qui se de passe. se dire, ben, c'est pas parce que je doute quand ce qui va se produire, par rapport à ce qui va arriver là dans ma vie, c'est pas parce que j'ai des doutes par rapport à ça que ça signifie que je dois remettre en question ma confiance. Je dois remettre en question mes capacités. Euh, la vie, je pense, ça consiste à beaucoup plus que de chercher à être un expert dans tous les domaines. C'est humain aussi de se dire à certains moments, je sais pas ce qui va se produire dans ma vie. Hmm. Justement, d'avoir cette humilité, ben, je pense que c'est ça qui peut nous ouvrir à de nouvelles perspectives et à des choses beaucoup plus enrichissantes que si les choses se déroulaient exactement comme on se l'imaginait dans notre En tête. croyant que c'est la meilleure façon que Voilà, ça doit se oui. dérouler, là. Mhm. Oui. Et une partie du livre que j'ai eu justement beaucoup de plaisir à écrire, c'est que j'ai d'abord, bon,
rédigé mon livre en fonction de ma réflexion, mon inspiration personnelle, professionnelle aussi. Mais à la fin du livre, j'ai été recueillir des témoignages de gens qui se sont retrouvés confrontés à une situation, un défi, une maladie souvent, sur laquelle ils avaient très peu de prise, ils avaient très peu de contrôle, et comment ces gens-là ont fait pour lâcher prise dans ce contexte. Et ce que j'ai trouvé de fascinant dans tous ces témoignages, c'est que ce sont des moments forts de vie, ce sont des moments quand même difficiles, hein, on va pas se le cacher, mais ces gens-là en ont ressorti tellement quelque chose de beau, une certaine leçon de vie, que ça a, pour tous, amélioré des relations, améliorer la façon dont ils arrivent à apprécier la vie, la valeur qu'ils lui donnent. Tous en ont retiré quelque chose, et c'est fascinant de voir comment ces gens-là, dans leurs témoignages, leur racontent ce processus. Okay. Fait que peu importe la situation qui peut être difficile et pénible, je pense à la maladie ou à des décès, choc en fait, malgré ça, on peut accueillir ce qui arrive et aussi on peut accueillir le malaise qui est là peut-être. Oui, aussi, en lui disant, ben, pour l'instant, il y a un malaise. Je voulais juste lui donner une certaine place dans ma vie, mais ma vie ne se résume pas uniquement à ce malaise. Il y a quand même peut-être quelque chose d'autre au-delà de ce malaise qui peut continuer à alimenter des émotions, des états plus positifs et me permettre malgré tout de continuer à apprécier la vie en fonction de l'état dans lequel je suis. Fait que l'attitude, malgré peu importe la situation. Oui, c'est ça. Lâcher prise, souvent les gens vont avoir des préjugés par rapport à ça, vont s'imaginer que c'est un état d'abandon, de passivité, où on laisse aller, on baisse les bras, mais non, loin de là. Lâcher prise, c'est vraiment un effort, un choix. Ça demande une volonté, ça demande du courage, ça demande de se prendre davantage en main. Dans le lâcher prise, des fois, je m'amuse à dire qu'au lieu de chercher à vouloir contrôler les événements extérieurs de soi, on cherche à avoir davantage une meilleure maîtrise de soi. Au moins maîtrise de ses pensées, de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Parce qu'en fait, c'est là qu'on a notre pouvoir. Oui. Puis est-ce qu'il y a eu des rencontres clés dans ce voyage? Oui, il y en a eu deux en particulier. Un maître spirituel auprès duquel j'ai eu la chance d'approfondir des techniques de méditation, des expériences de méditation qui sont très bénéfiques pour moi. J'ai aussi rencontré un lama auprès duquel je me suis converti au bouddhisme. Mais une des expériences qui a été justement le plus drôle dans tout ça, puis qui rejoint un peu le lâcher prise, c'est que durant mon voyage, je suis quelqu'un qui aime profondément la randonnée, qui en fait depuis tout jeune, et un des buts aussi du voyage au Népal, on le sait, c'est un pays de montagne, donc aller faire un trek au Népal, c'est comme un incontournable. Donc je suis parti faire une randonnée de haute montagne pendant une dizaine de jours. Et ce que je n'avais pas prévu, c'était que je suis tombé malade aux 3/4 à peu près du trekking. Et au début, je n'ai pas pris ça avec peut-être suffisamment de sérieux. Et donc, pour moi, c'était juste un peu comme une maladie. Puis on attend 2-3 jours que ça passe. C'est pas suffisamment grave pour que ça justifie une visite chez le médecin. Sauf que c'est un pays étranger, ce sont pas les mêmes bactéries, notre organisme n'est pas habitué. J'étais en altitude, donc au final, il a fallu quand même que je sois rapatrié par hélicoptère à l'hôpital. J'ai quand même été hospitalisé quelques jours sous antibiotiques, etc. Donc ça a été un lâcher prise pour moi de dire bon ben je mènerai pas mon trek jusqu'à la fin, puis c'est correct, on va le prendre de la façon dont ça vient, puis on va faire le meilleur choix compte tenu de la situation. On ne peut pas non plus mettre ma vie en danger pour absolument atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et finalement, tout ça pour en venir au fait que suite à cet événement imprévu, cet incident, c'est là que j'ai rencontré mon maître spirituel, sans quoi je l'aurais sûrement nos routes, mais ce serait sûrement jamais croisé. Okay. Quel est l'enseignement qui en est sorti, si tu veux nous en partager une partie? J'ai été initié à des choses nouvelles pour moi, puis sur lesquelles je portais un regard un peu sceptique au début.
J'ai eu des initiations et puis des formations en Reiki, ce qui m'a permis un petit peu pas juste un petit peu, beaucoup, de rentrer dans un univers qui pour moi me semblait très ésotérique et peut-être peu crédible aussi, mais ça m'a permis de vivre des expériences à ce niveau-là qui ont ouvert mon esprit au fait que oui, c'est possible, qu'il y ait tout un circuit de réseau énergétique. Puis Ça, c'était nouveau pour toi? C'était nouveau pour moi, oui, oui. Dans la mesure où c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté auparavant, je pouvais croire effectivement, j'envisageais ça comme une théorie, mais ne l'ayant jamais vécu, je peux pas dire que c'était quelque chose auquel je croyais. Et non, c'était une expérience intéressante. J'ai pu constater aussi certains résultats à travers cette formation Reiki. Puis ça a été aussi beaucoup après d'enseignements qui se sont transmis au niveau des techniques de méditation, de l'esprit, l'état d'esprit dans lequel on est, comment on réagit aux événements, des choses, des remarques des fois que le prof, le maître sort sur toi et tu fais comme oh, j'ai l'impression que tu me connais un peu plus que tu veux bien me le dire. Et es-tu prêt à dire, es-tu d'accord avec moi qu'on pourra toujours se connaître un petit peu plus? La vie, en fait, ça sert à ça pour ceux qui choisissent ce choix-là. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui rend la vie intéressante. C'est un petit peu... c'est l'un des plus beaux voyages, même d'aller à la rencontre de soi-même, comme on est en évolution quasi permanente. Je pense qu'on peut toujours avoir quelque chose de nouveau à découvrir sur soi. C'était quoi les plus grands défis? Je pense entre autres au choc de culture quand tu arrives là-bas. Il y a eu le choc de culture, oui. Je l'ai surtout vécu en Inde. J'avoue que je m'étais moins renseigné sur l'Inde que le Népal parce que mon projet de voyage était vraiment d'aller au Népal, puis j'avais une escale en Inde. Donc je me suis dit tant qu'à m'arrêter à New Delhi à l'aéroport, on va visiter un peu. J'ai vraiment eu un choc de culture. Je me suis dit en découvrant l'Inde les 2-3 premières journées que j'avais carrément changé de planète, puis j'étais dans une toute autre réalité. Les défis aussi pour moi, ça a été de voyager seul. Pas parce que j'ai trouvé ça difficile en tant que tel, mais parce que c'était le premier véritable voyage que je faisais comme ça. Je suis parti 3 mois et où j'allais avoir à me débrouiller par moi-même en anglais, qui n'est pas une langue que je maîtrise extrêmement bien. Donc pour moi, ça a été un défi, puis je l'ai recherché ce défi-là d'ailleurs pour améliorer mon anglais. L'immersion, c'est idéal. Puis en voyageant seul, on n'a pas d'autre choix que de se forcer à parler si on veut entrer en contact avec les gens. Donc ça a été c'était un beau défi, puis ça m'a donné beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'aisance. Et puis le défi aussi qu'on se rend pas toujours compte quand on part dans un voyage comme ça, c'est le retour. C'était le prochain mot qui me venait. Retour, oui. Parce qu'on vit tellement dans un autre monde, dans une autre réalité, à un autre rythme aussi. On vit tellement avec des gens qui ont une vie très différente de la nôtre, qui ont pas le quart du confort qu'on peut avoir dans nos sociétés développées, et qu'on se rend compte que ces gens-là, pour la plupart, malgré tout, sont beaucoup plus heureux que la majorité de notre population. Et ça, c'est quelque chose de déconcertant qui fait qu'après, au retour, on a vraiment un choc, puis on porte plus du tout les mêmes regards sur les gens, sur ce qui va les irriter dans la vie, puis on va davantage se dire, mon Dieu, à quel point les gens se plaignent pour des broutilles, qui sont juste plus conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir avoir. Déjà cette base-là, oui, le regard est différent. Totalement différent, mais il est trop différent même au début. Moi, j'ai vraiment eu Parce que au fond, t'es le même être humain qui était là-bas, t'arrives ici, t'es le même être humain, ce qui se passe en dedans, c'est encore là, mais là, la dynamique extérieure, là, ça bouscule. C'est comme si en 2-3 mois, on a tellement évolué dans notre regard, on a tellement
l'esprit qui s'est ouvert à une autre réalité, à notre mode de vie, que quand on revient ici, on réalise vraiment à quel point il y a des choses qui sont totalement absurdes, démesurées, de la consommation vraiment à outrance, que c'est injustifié, c'est du gaspillage, et comment en même temps on passe à côté de choses essentielles qui sont, euh, qui sont des ingrédients clés au bonheur, puis à apprécier l'instant présent. C'est quoi tes stratégies à ce moment-là pour toi continuer à développer ton bien-être malgré les malgrés? Oui, c'est sûr que d'avoir vécu ce voyage-là, c'est quelque chose qui continue à vivre en moi. Donc, je continue à avoir ce parallèle. Et le fait d'avoir ce parallèle, ça m'amène à avoir un impact sur ma façon de consommer. Donc, je me limite, et c'est même pas le bon terme parce que ça me demande pas un effort, c'est pas un sacrifice ou une contrainte que je m'impose. C'est que naturellement, je dirais, je vais être plus porté à acheter l'essentiel. J'achète beaucoup de gens, je trouve, surtout quand ils sont insatisfaits dans leur vie, vont combler un manque, un vide en achetant. Ils vont acheter un bonheur éphémère, temporaire. Personnellement, je suis plus du tout dans ces habitudes-là de consommation. Je vais acheter ce dont j'ai besoin. Je vais aussi donc du coup vivre avoir une vie qui est un espace de vie qui est beaucoup plus dégagé, beaucoup plus libre. On s'encombre de tout ce qu'on achète, qu'on accumule de façon un peu inutile. On les garde des fois, même si on n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce que ça nous a demandé tellement d'efforts pour l'acquérir qu'on va le garder. Puis on s'en rend pas compte, mais on comble comme ça beaucoup d'espace dans nos vies. C'est ça aussi, lâcher prise à propos du matériel aussi, des biens. Ouais. Donc, de se dire un petit peu plus, mais est-ce que je m'apprête à acheter là, j'en ai vraiment besoin ou c'est un caprice? Ça, c'est une chose qui... Être plus vigilant, c'est quoi l'intention d'aller me procurer? Être plus conscient de la façon dont on utilise son argent, de la façon d'être plus conscient de ce avec quoi on remplit sa vie. Je parle là de biens matériels, c'est un exemple, mais ça peut être aussi valable au niveau des relations. Est-ce que les relations que j'ai dans ma vie, que je nourris, que j'entretiens, sont des relations saines, authentiques, ou ce sont des relations qui demeurent superficielles, intéressées, qui sont névrotiques, je tente de manipuler les autres pour avoir moi quelque chose, pour obtenir quoi que ce soit, la reconnaissance, l'amour, l'intimité, c'est un peu tout ça qu'on remet en perspective. Puis justement, avec cette transformation-là, quand tu reviens, il y a eu des changements qui se sont opérés au niveau des relations? Les changements se font naturellement, ouais. C'est sûr que quand on évolue à travers une expérience intense qu'on vit, ça se répercute autour de nous. Il y a un réajustement nécessaire qui se fait. Ça se fait progressivement, ça se fait naturellement. Puis au niveau, tu me parlais tantôt de la méditation, il y a plusieurs techniques. Est-ce qu'il y en a des simples pour des gens qui n'ont jamais médité? Qu'est-ce que tu suggérais? Y en a-tu que tu aurais dû te proposer? Il y a plusieurs façons de méditer, puis... C'est ça, en fait, les gens pensent que faut que j'apprenne à méditer. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, ce qui m'a justement beaucoup interpellé et durant mon voyage et à travers mes formations, c'est qu'on va souvent parler d'une méditation qui consiste à rester assis puis à faire le vide dans sa tête. Bon, c'est une forme de méditation, c'est une méditation de contemplation. Mais il y a aussi une méditation de réflexion. Donc méditer, ça peut très bien être aussi s'asseoir. L'idée, c'est quand même de se couper des distractions extérieures. Donc idéalement, on va fermer les yeux. Mais on peut méditer en réfléchissant sur une pensée qu'on va développer, qu'on va vraiment chercher à pousser à l'extrême, le plus loin possible, pour évaluer davantage une situation, un changement qu'on voudrait faire. Donc on peut méditer aussi sur, mettons, un changement d'emploi. Et donc on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait faire par rapport à ce contexte-là. Méditer, c'est pas nécessairement juste s'asseoir puis chercher à faire le vide. Et pour toi, qu'est-ce qu'il y en est
exemple, la méditation parallèlement ou avec le plein air, la nature? Ben, Parce que tu me on- parlais que tu aimais beaucoup la marche, oui, j'ai présupposé que tu aimais aussi la nature. oui, Habituellement, on marche absolument. dans la Oui, oui, nature, tout à fait. mais c'est ça. Pour toi, où est-ce qu'il y a Ben, dans la marche, il y a une forme de méditation. Il y a une forme de méditation parce que justement, selon le type de randonnée qu'on fait, on doit être vigilant à chacun de ses pas. On entre aussi en contact avec l'environnement dans lequel on évolue, on le découvre. C'est un défi qu'on se donne à soi-même. Donc c'est aussi une forme de méditation. OK. Fait que peu importe, au fond, il y a multiples. Oui, Je pense qu'il y a presque autant de sortes de méditation qu'il y a de sortes d'êtres humains, voilà, là. puis Oui. tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. On peut très bien méditer en faisant la vaisselle du moment qu'on est pleinement concentré sur l'acte de laver la vaisselle, puis que notre esprit est juste complètement absorbé par ça. C'est une forme de méditation. Et puis, ça évolue aussi, il y a place à Oui, l'évolution. C'est oui. pas quelque chose. C'est une méditation qui va nous permettre de, oui, développer un certain calme d'esprit, mais de développer une attention, une concentration. Plus on est capable de se concentrer sur une seule et même chose, moins notre esprit est vagabond, plus on a une maîtrise sur lui, et plus après, par exemple, une méditation de réflexion sur un contexte précis va être enrichissant. C'est difficile de réfléchir à quelque chose si notre esprit est tellement distrait qu'on n'est pas capable de mener à terme notre réflexion. C'est comme si on cherchait à résoudre un problème de mathématiques, donc on est tellement dispersé que au lieu de le résoudre en 10 ou 15 minutes, ça va nous prendre 2 heures, parce qu'entre-temps, on a pensé à l'épicerie qu'on va faire, à ce qui s'est passé avant-hier, à une personne à qui on a encore un petit peu de rancune, etc., etc. OK, oui. Fait qu'au fond, Donc les deux formes de méditation sont liées aussi. c'est de revenir, au fond, que ça soit moins tout mélangé dans notre esprit. Oui, oui. C'est un peu ça. Moi je trouve qu'un peu la méditation, plus ça va, plus c'est l'impression que j'en ai, c'est que c'est une façon d'apprendre à connaître comment fonctionne son esprit, puis d'apprendre à mieux s'en servir. Donc c'est pour ça qu'il existe énormément de techniques, de petits outils de méditation, parce que certains vont être mieux adaptés que d'autres à certains types de caractères, de tempérament. Fait que le truc, en fait, c'est d'explorer, d'aller Oui, l'expérimenter, puis de voir oui, qu'est-ce qui nous convient c'est mieux. ça. Puis c'est d'autant plus facile quand on a une personne qui connaît ça, qui peut nous Il peut guider. nous partager Voilà. sa Oui, manière de faire. oui. OK, parfait. Puis, comme coach, entre autres, Oui. spécialisé dans PNL, mais j'ai vu là qu'il y avait plusieurs Mhm. spécialisations. Tu as suivi plusieurs formations aussi. Oui. Qu'est-ce qui te distingue aujourd'hui comme coach par rapport au nombre de coachs qu'il y a disponibles sur le marché? Ah, c'est toute une question. Je je sais pas nécessairement tout ce que les autres coachs font comme coaching, comme Ta offre de couleur service, personnelle, quelle est-elle? mais personnellement, le regard que je porte sur mon travail, c'est une certaine simplicité ou authenticité dans ma façon de travailler avec les clients. Et ce qui revient aussi beaucoup des gens que j'ai en coaching, c'est un humour que je suis capable d'amener, qui même dans des situations très dramatiques ou difficiles, va permettre peut-être à la personne, au client, à la fois de pleurer puis de rire. Fait que le côté dédramatiser Oui, aussi oui, ce qu'on vit, un des drames. oui, et peut-être aussi une certaine sagesse. Puis ton désir de contribuer, est-ce qu'il est ciblé plus dans un aspect ou un autre? Exemple, ta clientèle, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient te consulter ou il y a des... C'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Des gens Qui cherchent essentiellement quoi? qui cherchent à améliorer leur vie, qui cherchent à se débarrasser des barrières que l'anxiété va leur mettre. Et ce sont des barrières justement qui les empêchent de réaliser leurs rêves. Donc ce sont des gens qui rencontrent des obstacles, mais qui savent que elles sont quand même capables de créer une vie un petit peu plus à la hauteur de leurs rêves, mais qui manquent un peu de moyens pour y parvenir. Donc ces gens-là vont vouloir trouver des outils pour y parvenir et dans leur recherche, ils font un bout de chemin avec moi.
OK. Et toi, tes grands rêves ou tes grands objectifs de vie, tu veux nous en partager un Ah, il y en a prochain ou plusieurs. Il y en a Oui. plusieurs. De repartir justement par faire des formations en Asie, de Mhm. retourner m'imprégner et apprendre encore davantage. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, c'est tellement, tellement de petites choses dans le quotidien, mais au final, ce que ça apporte de plus comme résultat, c'est plus de plaisir dans la vie, plus de satisfaction à vivre l'instant présent, plus de lâcher prise face à l'incertitude de la vie, donc plus de confiance. Parce que dans le lâcher prise, il y a comme une forme de confiance aussi. On parle beaucoup des fois de l'univers, puis de la vie qui nous amène les choses à point nommé au bon moment, etc. Je pense que ça amène beaucoup plus cette tranquillité intérieure. Et je trouve que ça n'a pas de prix. J'aime ça, tranquillité intérieure, ouais. Et si tu avais un message à partager aux gens qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Le message, je leur dirais que, quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quels que soient doutes que les gens peuvent émettre autour d'eux, surtout de continuer à croire en soi et de se donner les moyens, de prendre la chance de réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur, parce que je pense qu'il vaut quand même mieux tenter le coup et échouer quelque chose qu'on veut vivre dans notre vie, plutôt que de ne pas le faire, de ne pas l'essayer, puis de passer le restant de notre vie à le regretter. Parce que là, le lâcher prise, c'est plus vraiment quelque chose qui devient possible à faire. Excellent. Grand merci, Laurent. Grand plaisir d'avoir cet échange avec toi. Et où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Oui, sur Internet, tout à fait. J'ai une page sur Facebook, mais essentiellement mon site web. Quelle est l'adresse? www.pnlcoachingdevie.com en un seul mot. Excellent. Sinon, vous tapez mon nom, prénom, Laurent Lacherez. C'est facile de s'en retenir. Même un petit jeu de mots facile avec Laurent Lacherez, vous lâcherez prise. Voilà. Ah, c'est bon. Certains me disent que j'ai un nom de famille prédestiné pour traiter c'est le sujet. C'est vraiment magique. Excellent. Alors, c'était Martine Lacasse en entrevue avec Laurent Lacherez. Au plaisir de se retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir.